Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents à ce webinaire sur la transition écologique et la politique de la ville. Nous vous proposons ce webinaire car la transition écologique est un sujet nouvellement constitué en tant qu'enjeu à part entière dans bon nombre de contrats de ville, et c'est un axe structurant de l'action de l'État au national pour les quartiers prioritaires, en tout cas tel qu'annoncé en 2023. Mais à ce jour, on a encore du mal à voir comment l'action publique se coordonne pour mener une stratégie globale d'adaptation des quartiers au réchauffement climatique. Tout un souhait de repartir de ce que disent les contrats de ville, de leurs ambitions en la matière, pour ensuite procéder à la présentation d'un acteur ressource est un site qui peut vous être utile à ce sujet. Ce webinaire est co-organisé avec l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable, qui accompagne les acteurs normands souhaitant s'engager dans la préservation et la reconquête de la biodiversité, la transition écologique, la transition économique, sociale et climatique. Et ce webinaire est co-organisé par nous, l'ORS CRAI Normandie, dont je suis chargé de mission. L'ORS CRAI Normandie est une association qui assure les fonctions de centre de ressources sur la santé, sur les vulnérabilités et sur la politique de la ville en Normandie, et qui, dans ce cadre, soutient les secteurs œuvrant dans les quartiers les plus vulnérables du territoire, et ce, sur de nombreuses thématiques. Le programme d'aujourd'hui, c'est donc 3 présentations qui vont rythmer ce webinaire d'1h30. Je vais vous présenter l'analyse qu'on a menée des 22 contrats de ville normands et la place qu'ils s'accordent à la transition écologique. Et ensuite, Nadine Tournaille, responsable de l'Agence normande du développement durable, présentera les missions de l'agence, qui peuvent être un grand appui dans vos missions sur les quartiers prioritaires. Et enfin, je vous montrerai le site Quartier Transition Juste, un site développé par le Réseau national des centres de ressources politiques de la ville, qui vise à expliciter les liens entre enjeux sociaux et enjeux environnementaux à travers le prisme des quartiers prioritaires. Donc, c'est parti pour cette présentation de l'analyse des contrats de ville normands et de la place qu'ils donnent à la transition écologique. Alors, on a commencé par regarder comment ces contrats de ville. Alors, juste avant d'ailleurs, contrats de ville, vous êtes pour la plupart du monde de la politique de la ville. Enfin, je vois des visages, des visages pardon, familiers, d'autres moins. Est-ce qu'il y a besoin que je revienne sur l'explication de ce qu'est un contrat de ville ou de ce qu'est la politique de la ville? Ou est-ce que voilà, c'est quand même une notion que vous comprenez à peu près et que du coup, on peut, et qu'il n'y a pas besoin d'expliciter plus? Ouais, sinon, juste brièvement, mais enfin, normalement, je pense qu'on a tous en tête. Ouais. Eh ben, la politique de la ville, c'est une politique de réduction des inégalités entre des quartiers entre des quartiers plus précaires que la moyenne et le reste de leur agglomération d'appartenance. Donc, c'est une politique de la ville qui est impulsée à la base par l'État et les mairies et intercommunalités et qui prennent place sur des quartiers prioritaires. Voilà, où il y a une concentration de personnes qui ont des revenus inférieurs au revenu médian national. Et donc, c'est ce qui justifie aussi une action un peu plus forte sur ces quartiers, sur des thématiques très diverses, en termes de manière générale de lutte contre la pauvreté, mais aussi avec des actions plus fortes sur l'emploi, sur la santé, sur l'éducation, sur le lien social, sur le cadre de vie, etc. Et justement, ces priorités vont être définies au sein d'un contrat de ville. Les contrats de ville, voilà, ont existé sous des noms différents sous les précédentes décennies. Et là, on est sur une nouvelle génération de contrats de ville depuis 2024. Des contrats de ville, voilà, qui ont été rédigés sur la base de sollicitations avec les habitants, qui ont été menées avant tout en 2023 pour l'essentiel. Et donc, ces habitants, voilà, ont fait des remontées en termes de besoins sur le quartier. Et de ces remontées d'habitants, il y a aussi de priorités des partenaires en présence, des élus locaux et des préfets. Ça aboutit à différentes orientations, puisque la spécificité de ces contrats de ville nouvelle génération, c'est qu'on n'est plus sur une structure imposée, mais on est sur une structure très libre. Et donc, on va avoir des contrats de ville avec 2, 3, 7 priorités différentes, et des priorités voilà, qui justement peuvent être assez hétérogènes d'un territoire à un autre. Et donc, les moyens d'action principaux des contrats de ville, c'est avant tout un appel à projet qui est financé en grande partie par l'État, mais aussi par les collectivités. Euh, donc, c'est l'appel à projet qui a financé des actions pour des associations et pour des mairies.
donc pour le secteur non marchand avant tout. Et l'autre moyen d'action, c'est la mobilisation des fonds des partenaires qu'on appelle de droit commun, donc des partenaires qui ne sont pas spécifiques aux quartiers prioritaires, voilà, qui sont appelés à mener des actions en plus. On pense voilà, à France Travail, à l'Agence régionale de santé, enfin, à tout type d'actions, aux missions locales, etc., pour mener des actions voilà, supplémentaires, parce qu'on juge qu'il y a un besoin plus criant sur ces quartiers-là. Et donc en Normandie, à l'échelle nationale, on est sur 1500 quartiers et quelque chose comme 480 contrats de ville, grosso modo. Et en Normandie, il y a 63 quartiers prioritaires pour 22 contrats de ville. Et la moitié des quartiers prioritaires se trouvent d'ailleurs en Seine-Maritime. Donc il y a aussi un- une politique de la ville qui a un poids plus important en Seine-Maritime étant l'heure que dans les autres départements. Voilà pour le petit laïus. N'hésitez pas s'il y a besoin de précision, mettez-le enfin, à l'oral ou dans le commentaire, j'y reviendrai si nécessaire. En tout cas, nous, ce qu'on a pu lire de ces 22 contrats de ville qu'on a décortiqués, euh, c'est que bah, la transition écologique a quand même une place importante dans ces nouveaux contrats de ville, mais à des degrés variables. Un quart des contrats de ville en font un axe stratégique identifié. On a clairement un grand axe transition écologique ou développement durable ou aussi verdissement des quartiers qui apparaît dans les contrats de ville. La majorité, alors voilà, on est sur 7 comptes. Vous avez la valeur absolue dans le graphique à droite. 7 contrats de ville sur les 22 intègrent ces enjeux de transition, mais en tant que sous-catégorie d'axes plus larges, comme par exemple la transition écologique qui est apportée via un grand axe cadre de vie, via un grand axe attractivité du territoire, des quartiers prioritaires. On a 6 contrats de ville qui traitent de la transition écologique à travers des actions ponctuelles, et puis une petite minorité de contrats, 3 pour être précis, qui n'apportent pas du tout euh, ces enjeux de transition. Donc la transition écologique est devenue un sujet quasiment incontournable pour les contrats de ville, mais à des niveaux d'intégration hétérogènes selon les territoires. À noter que l'affichage politique est souvent plus développé que la stratégie opérationnelle, on va le voir après. Et cette intégration des enjeux de développement durable est globalement le fruit d'une impulsion des élus locaux, d'une impulsion de l'État, qui, voilà, je rappelle, en effet, un de ces 4 axes d'intervention pour les quartiers prioritaires en 2023. Et c'est aussi le fruit des sollicitations avec les habitants menées pour la plupart à l'été 2023, et dont beaucoup de remontées concernaient la qualité du cadre de vie, ce qui touchait donc à plusieurs enjeux qui nous concernent aujourd'hui. Voilà un peu pour la petite porte d'entrée. Si on descend un peu plus finement en détail, on a cherché quelles thématiques étaient associées à ces enjeux de transition écologique. Ce qui revenait dans l'ordre du nom d'occurrence, c'était les enjeux de cadre de vie. C'était la thématique, pardon, du cadre de vie. Voilà, les contrats de vie font un appel aux objectifs de développer et d'animer les espaces verts, de végétaliser davantage le cadre de vie, de rénover le bâti, d'améliorer la qualité des espaces publics. Et ça, il faut entrer dans le prisme de la transition écologique. Dans l'ordre d'occurrence, la mobilité était aussi une porte d'entrée, est aussi une porte d'entrée importante de la transition, avec le développement des actions sur le vélo, la promotion des déplacements actifs et des alternatives à la voiture. En troisième ordre d'importance viennent les actions de sensibilisation aux éco-gestes, au tri des déchets, à l'éducation aussi, à l'environnement et la biodiversité. Et plus rarement, les enjeux d'économie circulaire et d'emploi de la transition étaient notés dans certains contrats de ville. Comme voilà, une entrée sur la transition écologique. Alors il y a d'autres entrées aussi, hein, je pense notamment à la santé, mais le lien était moins explicite dans les contrats de ville voilà, était moins explicite dans les contrats de ville. Donc la transition écologique est dans les contrats de ville avant tout pensée comme une amélioration du cadre de vie dans les quartiers. Et les enjeux climatiques sont souvent apportés de manière indirecte au profit d'une approche pragmatique en lien avec le quotidien des habitants. Alors si on descend encore un peu plus finement et qu'on s'intéresse aux objectifs et aux actions financées, euh, on voit que ces objectifs et actions sont centrés avant tout sur les usages et les comportements, en revanche.
Les principaux objectifs que l'on retrouve dans les contrats de ville en lien avec la transition écologique, c'est l'amélioration du cadre de vie, favoriser les mobilités durables, développer les pratiques écologiques et puis lutter contre certaines formes de précarité environnementale. On pense notamment aux actions là, de rénovation thermique ou de sensibilisation aux économies d'énergie. Aussi, on pensait à la précarité alimentaire. Et donc, bah, ces objectifs se traduisent en différentes actions. Et les actions qui remontent, qu'on a vues le plus souvent dans les contrats de vie, ce sont avant tout des actions de sensibilisation, d'accompagnement éco-gestes, de sensibilisation aux économies d'énergie aussi. Donc, voilà, des actions qui portent beaucoup sur finalement, l'adoption de comportements individuels. Et à ce sujet, je vous ai mis un lien d'une vidéo de 20 minutes qui est assez courte et plutôt bien montée. Une vidéo où un chercheur qui s'appelle Adrien Mallier, que vous connaissez peut-être, qui est sociologue et qui a travaillé sur la perception des enjeux environnementaux dans les quartiers. Ce chercheur revient justement sur ces campagnes, sur les éco-gestes dans des milieux populaires auprès de ménages précaires. Voilà, pour aussi un peu nuancer, justement, pour apporter un autre regard sur ces campagnes et sur ces actions de sensibilisation. Donc voilà, c'est une vidéo qui est montée par nos camarades du Centre de ressources politiques famille de Bretagne, Pays de la Loire, qui s'appelle Réseauville, et qui voilà, fait 20 minutes de mémoire au maximum. Les autres actions qu'on retrouve dans quasiment tous les contrats de vie, c'est le développement et l'animation de jardins partagés, en lien avec les bailleurs sociaux souvent, des actions autour du vélo, avec soit le développement de vélo-école pour l'apprentissage du vélo aux enfants et aux adultes, le développement et la stabilisation d'ateliers de réparation de vélos, et puis bah, des actions aussi de rénovation énergétique, de végétalisation des quartiers, voilà, de désimperméabilisation des sols, c'est pas simple à dire. Donc voilà, on est sur des contrats qui soutiennent davantage des actions de sensibilisation que de transformation structurelle. Ces actions de sensibilisation sont souvent des actions de petite échelle, plus simples aussi à mettre en œuvre que des opérations d'aménagement. Et à noter aussi, bah, peut-être aussi une limite de cette analyse, c'est qu'il y a sûrement un biais avec les nouveaux programmes nationaux de renouvellement urbain. Ce sont des grands projets de renouvellement urbain qui portent sur certains quartiers, pas tous, certains quartiers prioritaires, et qui donnent beaucoup de moyens pour transformer certains quartiers, pour changer jusqu'à la structure urbanistique du quartier. Donc, ce sont des actions bien plus structurantes et bah, justement, les actions de rénovation énergétique, de végétalisation vont peut-être s'y retrouver davantage dans les conventions de renouvellement urbain et seront par conséquent moins détaillés dans les contrats de vie qui sont avant tout des contrats qui visent une action sociale, avant toute chose. Pas exclusivement, mais c'est le cœur de, de sa portée. On a aussi regardé un sujet qui nous intéresse particulièrement en ce moment, c'est la question de l'évaluation. Dans les contrats de ville, il est prévu voilà, que soit anticipé dans les grandes lignes quand va se mener l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale des contrats de ville. L'évaluation à mi-parcours commence l'an prochain. Et donc, si on regarde la question de l'évaluation de la transition écologique, de comment les politiques publiques de transition sont menées sur les quartiers prioritaires, on voit qu'on a des indicateurs, on n'a pas beaucoup d'indicateurs et que les indicateurs qui sont notés portent surtout sur le nombre d'actions réalisées, sur le nombre de participants, sur le nombre de projets soutenus. Donc ce sont beaucoup d'indicateurs de moyens et très peu d'indicateurs de résultats. On n'a pas d'indicateurs sur le suivi des économies d'énergie, sur les étiquettes énergétiques des logements, sur les émissions de gaz à effet de serre, l'évolution des mobilités, comptage de la biodiversité, etc. Euh, Sûrement parce que ce sont aussi des données qui sont difficiles à obtenir à une échelle aussi fine que celle des quartiers prioritaires. On est quand même sur des périmètres plutôt restreints, relativement restreints. Et on est aussi sur des données qui dépendent de partenaires de droit commun, enfin, donc des autres partenaires du contrat de ville, et pas uniquement des opérateurs qui fournissent quasiment automatiquement les bilans, les chiffres de leur bilan de leurs actions financées dans le cadre du contrat de ville.
Et ces partenaires de droit commun, d'ailleurs, bah, notamment, non seulement il faut voilà, qu'ils soient suffisamment proches et concernés par le contrat de ville pour fournir ces données, mais il faut aussi qu'ils aient des données à l'échelle du quartier prioritaire. Et ça, bah, euh, c'est pas évident si on ne sait pas forcément si voilà, de grandes institutions suivent leur politique publique à l'échelle des quartiers prioritaires. Donc voilà, c'est un enjeu. Et d'ailleurs, sur cette question-là, si vous souhaitez échanger plus en détail sur la question de l'évaluation du contrat de ville sous l'angle de la transition écologique, on va organiser une visio, pas un webinaire, mais une visio d'échange, le 7 juillet matin, de 9h30 à 11h30. Donc voilà, vous aurez le support, on vous enverra le support, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. C'est une visio qui s'adresse avant tout aux copilotes des contrats de ville, ainsi qu'aux agents en charge du développement durable. Qui, voilà, l'idée, c'est de faire discuter ces deux mondes pour voir aussi bah, qu'est-ce qui peut être suivi, qu'est-ce qui peut être pertinent à suivre à l'échelle d'un quartier prioritaire et avec qui ça peut se faire. Donc c'est le 7 juillet de 9h30 à 11h30. Et donc voilà, les contrats, pour conclure sur cette diapositive, les contrats évalués en tout cas tels qu'énoncés lors de leur rédaction en 2024, début 2024, ces contrats de ville évaluent avant tout l'activité produite. Ça va peut-être changer aussi parce que justement, la feuille de route évaluative, les feuilles de route évaluatives vont être affinées fin de cette année, début 2027. Et bah, les contrats de ville, tels que rédigés en 2024, évaluent rarement les effets réels des actions sur la transition écologique. Des actions, voilà. Et ce sera ma dernière diapositive sur l'analyse des contrats de ville. On a aussi voulu voir les liens entre le contrat de ville et les autres contractualisations qui peuvent concourir à l'adaptation des quartiers prioritaires face aux conséquences du réchauffement climatique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de liens qui sont mentionnés avec d'autres politiques publiques et d'autres contractualisations. Les plans climat, air, énergie territoriaux en tête, les contrats de relance pour la transition écologique, les contrats locaux de santé, les projets alimentaires territoriaux, les fameux nouveaux programmes nationaux de renouvellement urbain que j'ai cités, et puis le fonds vert. Le fonds vert, c'est vrai que c'est une enveloppe qui a encore récemment été amaigrie. C'est plus compliqué qu'auparavant de toucher des financements du fonds vert, mais le fonds vert a été lancé en 2023. C'était une grosse enveloppe avec 15% qui était réservé exclusivement aux quartiers prioritaires. Donc voilà, ça a suscité beaucoup d'espoir à son lancement et ça a sûrement été utilisé sur les premières années par les acteurs du contrat de ville. Donc ça explique aussi pourquoi on le voit quand même cité assez régulièrement dans les contrats de ville, comme pas tant comme une politique publique, mais comme un moyen de financement d'actions sur les quartiers prioritaires pour voilà, œuvrer à leur transition écologique. Donc on a pas mal de contractualisations citées, mais ces articulations sont souvent peu détaillées. Il y a un peu un postulat que ces plans climat, air, énergie, que ces contrats locaux de santé sont en cohérence avec les priorités et les orientations du contrat de ville, mais on n'a pas de précision vraiment sur les modalités concrètes de coopération. Voilà, on n'a pas de précision sur est-ce que le coordinateur du projet alimentaire territorial est présent au comité technique, comité de pilotage du contrat de ville et inversement, vice-versa, avec le coordinateur du contrat de ville. Donc voilà, là pour l'instant on est avant tout sur du déclaratif finalement. Et à noter que les territoires qui bénéficient d'un programme de renouvellement urbain ou d'une gestion urbaine et sociale de proximité active semblent davantage intégrer la transition écologique, notamment, et c'est logique, autour des enjeux de cadre de vie, d'espace public et d'habitat. Donc ces contrats de vie, on va un gros axe renouvellement urbain, gestion urbaine. On aura quasiment tout le temps euh, des, une orientation transition écologique assez marquée et marquée en faveur du cadre de vie et de l'habitat. Donc, pour résumer cette diapositive, on a des liens qui sont mentionnés avec les politiques dites de droit commun, qui s'appliquent ailleurs que dans les quartiers prioritaires, mais à ce jour, on a peu d'informations sur comment ces liens vivent concrètement.
Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur l'analyse qu'on a pu faire des contrats de ville. En résumé, ces contrats de ville donnent une place plus importante à la transition écologique, bien que son opérationnalité reste à préciser. La transition écologique est semblée présente dans la grande majorité des contrats de ville normands. Elle est principalement abordée à travers le cadre de vie, les mobilités, les actions de sensibilisation. Et si on s'intéresse aux actions financées, ces actions portent davantage sur la sensibilisation et les comportements individuels que sur des transformations structurelles du quartier. On l'a vu, peut-être aussi un effet du fait que les actions juste de gestion urbaine et de cadre de vie vont peut-être être détaillées dans d'autres euh, dispositifs. On pense aussi aux exonérations sur la taxe foncière sur la propriété bâtie, la fameuse TFPB, où c'est peut-être par là qu'il faut aussi rechercher des actions de transformation du quartier pour l'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. Les indicateurs d'évaluation environnementale sont quasiment absents et les liens avec les sauts de contractualisation, les sauts de démarche comme les plans climat, air, énergie territoriaux ou les CRTE, ces liens existent mais restent pour l'instant souvent déclaratifs. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Et puis, on vous rappelle, dans le support, vous pouvez juste cliquer sur l'image qui vous va vous mener sur le formulaire d'inscription. Si vous voulez échanger plus en détail sur l'évaluation à mi-parcours des contrats de ville et la transition écologique, vous rendez-vous le 7 juillet de 9h30 à 11h30. Voilà, si vous n'êtes pas parti en vacances dès le début des vacances scolaires. Voici ce que je pouvais vous dire sur l'analyse. Est-ce que ça suscite des questions, des réactions? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous sont surpris ou pas du tout? Je regarde en même temps, hop, dans les commentaires. Pourcentage de diminution du fonds vert pour la Normandie, ça je ne sais pas. C'est plutôt de mémoire, c'est plutôt le SCAR qui est le secrétariat général aux affaires régionales qui est en charge. En cas, un chargé de mission est intervenu il y a 1 ou 2 ans pour détailler justement comment le fonds vert peut s'appliquer, enfin, comment les acteurs des quartiers prioritaires peuvent prétendre au fonds vert. Donc, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour avoir l'information. Donc, là, je ne peux pas vous répondre, mais je retiens votre question. Je la poserai du coup au chargé de mission en charge de cette question-là. Euh, hum, hum. Si- Alors, je vois, il y a deux mains levées. Oui, Corinne Mignot. Oui, je me disais aussi que, en fait, ça, tu parlais d'actions qui étaient plutôt de sensibilisation plutôt que structurelles. En même temps, les financements politiques de la ville, c'est des financements de fonctionnement. Donc, c'est difficile de mobiliser des financements politiques de la ville pour, je veux dire, l'investissement, etc. Là, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les actions sont plutôt orientées sur de la sensibilisation, parce qu'en même temps, on se dit aussi que les populations des quartiers prioritaires ont déjà tellement de problématiques sociales, etc., d'emploi, etc., que euh, peut-être que la transition écologique, c'est pas la première de leurs préoccupations. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette démarche de sensibilisation, parce que malgré tout, c'est les populations les plus vulnérables qui vont souffrir du dérèglement climatique. Hum. Il y a peut-être en effet un enjeu. Enfin, oui, je vous rejoins sur le fait que ce sont des actions aussi. Que l'enveloppe des contrats de vie reste une enveloppe plutôt modeste, malgré tout. Et donc, c'est aussi. C'est plus ça aussi de. Enfin, c'est. Le financement de ces actions est aussi en adéquation avec l'enveloppe globale de- avec l'enveloppe globale du contrat de vie. Après, ce qu'explique plutôt bien, je trouve, le sociologue Adrien Mallier, c'est aussi la question de faire ces actions de sensibilisation qui peuvent être tout à fait Chercher à joindre Sophie. pertinentes. Hop, euh, tac. Pertinentes par rapport à tes questions d'économie, par exemple. Euh,
même d'éco-gestes, mais ce sociologue est intéressant dans le sens où il interroge justement sur ces campagnes qui se concentrent avant tout vers des publics qui eux-mêmes sont déjà plutôt sobres dans leur consommation. Et donc, voilà, il met en perspective, je trouve ça intéressant de voir euh, pourquoi on ferait pas des campagnes de sensibilisation aussi pour des ménages singulièrement plus aisés, aussi plus émettrices de gaz à effet de serre. Ça remet pas ça, voilà, ça achète pas aux sorties non plus toutes ces actions-là, mais je trouve que c'est intéressant comme autre perspective de, de nuance. Euh, Nadine, tu avais levé la main? Oui, ben justement, moi, c'est ce que j'allais dire. Ta dernière phrase correspond exactement à ça. Ce qui m'interroge, c'est qu'effectivement, ce que tu évoques comme actions menées sont des actions qui visent la sensibilisation. Alors, est-ce que c'est écrit comme tel, c'est-à-dire est-ce que c'est écrit dans les contrats qui visent la sensibilisation des habitants sur des éco-gestes en général ou de la sobriété, ou est-ce que finalement ce sont des actions qui sont menées mais plutôt avec euh, elle favorise une sensibilisation, mais l'objectif est n'étant peut-être pas simplement la sensibilisation, mais aussi la résorption des précarités. Parce qu'en fait, moi, je pense que dans les contrats de ville, enfin, et je suis pas à la manœuvre comme vous l'êtes pour une partie d'entre vous. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'effectivement, ce ne sont pas des gens qui sont les majoritaires à polluer ou à consommer. Voilà, ils sont sobres naturellement parce que malheureusement, ils n'ont pas les moyens de faire autrement. C'est pas eux qui vont prendre l'avion plusieurs fois par an. Euh, Par exemple, je mets pas le focus là-dessus, mais donc en l'occurrence, il me semble que ce qui devrait être la porte d'entrée des transitions écologiques dans les quartiers, c'est de se dire, ben, en fait, c'est des gens qui sont aussi les premiers à être concernés par des précarités environnementales en général, des précarités. C'est eux les premiers à être touchés par des îlots de chaleur urbains, c'est eux les premiers à être en précarité alimentaire et de pas pouvoir avoir une consommation alimentaire de qualité, etc. C'est eux les premiers à avoir des précarités énergétiques, c'est eux les premiers à être en précarité de mobilité. Et finalement, en fait, est-ce que l'action qui est menée, et je comprends évidemment par rapport à des budgets qui sont uniquement des budgets de fonctionnement et pas des budgets d'investissement, ce qu'on fait, c'est faire intervenir des êtres humains, etc. Est-ce que finalement c'est rédigé pour dire qu'on va les sensibiliser sur les transitions écologiques pour leur permettre d'être plus sobres, ou est-ce que finalement on les sensibilise pour qu'ils soient moins en situation de précarité potentiellement et qu'ils aient tous les trucs et astuces, toutes les possibilités qui leur soient offertes pour finalement profiter des transitions écologiques pour dépenser moins. Et ça serait intéressant d'analyser cette porte d'entrée-là. Après, c'est pas forcément si simple parce que des fois, les actions ne sont pas écrites avec toutes les intentions implicites bien explicitées. Mais je trouve qu'en fait, finalement, la porte d'entrée, elle devrait être celle-là. Je résorbe les précarités énergétiques, alimentaires, mobilité, chaleur, etc., via des actions qui vise la sensibilisation. Et on voit justement dans les actions que tu as détaillées tout à l'heure, le fait d'avoir des ateliers de réparation de vélo, le fait de pouvoir aller sur du jardin partagé, c'est de la résorption des précarités. Mm. Clairement, un prolongement de cette analyse des contrats de ville, ce serait d'analyser aussi les conventions NPNRU et les conventions d'utilisation de la TFPB. Tiens, je vois M. Renard qui parle des quartiers en PNRU, qui sont vraiment l'axe un peu plus urbain et où on va enfin, on va très clairement, je pense, voir plus d'actions plus lourdes, mais voilà, qui vont essayer de résorber les silos de chaleur européenne, par exemple, ou d'autres éléments de la rénovation thermique. Donc je pense qu'en effet, c'est finalement le contrat de vie a un peu le côté action sociale, avec moins de moyens, et le pendant sera peut-être un travail que l'on fera peut-être et qu'on restituera. Ce serait voilà, d'analyser aussi les versants un peu plus urbanistiques, euh, de la politique de la ville, finalement. Je finis, Monsieur Renard. Les quartiers en PNRU sont certes plus impactés par la transition écologique, mais les documents urbanistes tels que SAC, plans locaux d'urbanisme intercommunaux et l'habitat concernent la transition écologique et impactent les quartiers prioritaires. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans cette analyse aussi, tes documents, il faudrait aussi qu'on s'intéresse davantage aussi au PLU et aux documents d'urbanisme pour aussi quelles intentions il y a sur les quartiers prioritaires. Vous rejoins.
Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres réactions avant de passer à la deuxième présentation? Si c'est bon pour vous, Nadine, je te laisse la parole pour la présentation de la NPDD. Merci à toi, Gauthier. Je prends le temps de partager mon écran pour que vous ayez tous vu sur celui-ci. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que moi, avec Teams, je n'ai pas la confirmation que c'est bon pour vous. Oui, c'est bon pour nous, et puis je te dirai à la fin de présentation s'il y a des questions dans le chat. Merci. Donc, merci Gauthier et rebonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en fait l'Agence normande de biodiversité et de développement durable, dans laquelle moi je suis responsable de la partie développement durable, parce qu'on pensait utile, opportun, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, pour avoir ce petit temps que je vais essayer de faire le plus court possible, vous permettre d'appréhender un peu les ressources, les éléments que vous pouvez utiliser. On est une sorte de centre de ressources. Je vais détailler nos missions. Centre de ressources. Et il y a des potentiels pour que vous puissiez utiliser certains éléments que nous mettons en œuvre pour accompagner. Et ben, j'espère que grâce à ça, ça vous permettra d'avoir une meilleure connaissance et vision de ce qu'il est possible que nous vous apportions. Donc, l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable, c'est un groupement d'intérêt public, un GIP. Il a été créé en 2020. Et il a pour vocation de rassembler des structures qui étaient déjà préexistantes en Normandie, qui étaient plus sous statut associatif. Je ne vais pas vous résumer toutes les fusions, etc., issues de la région, mais on rassemble des structures préexistantes qui travaillaient déjà sur les questions de biodiversité et de développement durable. Mais on a été fondé sous statut GIP en 2020. Et on a aujourd'hui 27 membres et une centaine de partenaires associés. Ce sont de ce c'est le nom qu'on donne à nos adhérents. Alors, je vous passe rapidement ces présentations un peu plus officielles. Voici les 27 membres de la NBDD qui sont en fait nos membres constitutifs qui contribuent à notre activité. Et vous voyez qu'on a une diversité d'acteurs, y compris issus des collectivités, de l'État, du monde socio-professionnel et économique, qui permettent de rassembler toutes leurs énergies pour participer à notre action. Alors très très rapidement, nous avons un statut qui est JP qui est un peu particulier, mais fonctionnement un peu type ce que vous connaissez dans des milieux associatifs ou de collectivités, avec une présidence représentée par Monsieur Thibault Beauté, qui représente la région Normandie, deux vice-présidents. Côté biodiversité, c'est le directeur régional de l'Office français de la biodiversité, Antoine Derieux, et côté développement durable, c'est Daniel Delahaye qui représente la communauté normande des universités. Et puis des représentants issus de notre conseil, enfin des partenaires associés qui participent au CA. Je vais très vite là-dessus, ça vous permet juste d'avoir l'aperçu. Pour vous donner plus de détails sur notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est de mettre en relation et d'accompagner des professionnels. Donc, on a une structure qui s'adresse uniquement aux professionnels du territoire. On n'a pas d'activité en direction du grand public. Ou des scolaires notamment. Et si vous voulez mener des actions plutôt à viser grand public ou scolaire, vous vous adresserez plutôt au réseau des structures d'éducation à l'environnement et au développement durable qui sont rassemblées au sein du GREN Normandie notamment, ou peut-être à l'Union régionale des CPIE, ou à tout un tas d'autres acteurs dans les réseaux. Nous, on n'a pas cette action-là vers le grand public ou ou les scolaires, mais on s'adresse, nous, uniquement aux professionnels. Alors, les professionnels, c'est déjà large, puisque ce sont les acteurs des collectivités, élus ou agents, acteurs du monde associatif, bénévoles ou salariés, acteurs des entreprises, PDG ou salariés, responsables RSE, etc., agriculteurs, le cas échéant. On peut s'adresser aussi à des communautés éducatives ou enseignements supérieurs. On va s'adresser à ce moment-là à ceux qui sont en posture de s'adresser aux apprenants, pas aux apprenants directement. Et ces professionnels, on s'adresse à eux et on les accompagne pour les aider à mener des actions en faveur de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et des actions en faveur de leur engagement vers les transitions écologiques, sociales, environnementales, vous préférez, économiques également. L'idée, c'est bien de préconiser des transitions durables
en service du bien-être des populations en général. Donc nous, on est là pour soutenir des expérimentations, le déploiement d'initiatives nouvelles. On anime beaucoup de réseaux, on fournit des outils, des connaissances, des méthodes. En fait, en somme, on joue un rôle de facilitateur pour le passage à l'action en faveur des transitions sur le territoire de la Normandie. Je vous passe cet aspect-là. Voilà, un peu conseil scientifique, conseil thématique. On a une gouvernance qui nous permet en fait de recueillir tous les besoins, oui, au maximum des besoins qui émergent de tous ces professionnels et du territoire. L'idée, c'est que on essaye de repérer toutes les thématiques nouvelles, les besoins nouveaux, les attentes, et en fonction de ça, on programme nos activités pour y répondre. Juste aussi rapidement, on a une équipe de 25 personnes basée sur 2 sites, un à Rouen, un à Caen. Et avec vous avez ici en vert ceux qui travaillent sur les questions de biodiversité et en orange ceux qui travaillent sur les questions de développement durable avec un certain nombre de chewing-gum Bigou qui sont ceux qui travaillent un peu sur les 2 sujets parce qu'en fait c'est très transversal, biodiversité et développement durable. Et puis nos collègues aussi qui travaillent sur les questions de valorisation, capitalisation de ressources, communication. Voilà. Juste très vite. Alors, plus en détail, nos missions, elles sont de 4 types. Si on veut accompagner les professionnels, la première mission, c'est de leur apporter de la connaissance. Donc, notre première mission, c'est la connaissance pour agir. On va travailler à vulgariser, médiatiser tous les éléments de connaissance que l'on peut avoir sur le territoire de la Normandie et au-delà, bien sûr, hein, pour donner accès à cette connaissance de manière plus simple et plus aisée. Et puis, évidemment, faciliter cette prise de conscience. Et c'est en ayant la connaissance qu'on peut ensuite potentiellement passer à l'action. Donc, on a une grosse mission de vulgarisation et de médiatisation. Je vais y revenir dessus. On a une grosse mission aussi d'accompagnement des acteurs via de l'animation, via du conseil, via de la mise en réseau, je vous parlais de l'animation de réseau, et via du soutien à l'expérimentation. On ne remplace pas des bureaux d'études, on ne remplace pas des assistants à maîtrise d'ouvrage, etc. On est là plutôt, nous, pour faire du collectif. On répond à des besoins collectifs et de manière collective en assemblant en fait des besoins qui remontent du territoire et en associant un certain nombre de partenaires et d'acteurs. Et quand on accompagne, par exemple, un collectif pour expérimenter, tester quelque chose, notre mission derrière, c'est d'en retirer tous les leviers, tous les bonnes pratiques, ce qu'on a pu repérer de méthodologie qui étaient utiles, et d'en faire ensuite, par exemple, des cahiers techniques, des retours d'expérience, etc., qui vont permettre de donner accès à d'autres à ces expérimentations pour pouvoir les reproduire sans perdre de temps, entre guillemets. Donc, on fait beaucoup d'accompagnement de différents types d'acteurs professionnels et c'est encore d'autant plus riche quand on accompagne ensemble des collectivités, des associations, des entreprises à faire des actions. On a ensuite une mission d'inspiration et de valorisation. On résume ça par donner envie, d'avoir envie. L'idée dans les transitions, c'est que parfois, quand vous voulez vous lancer, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas forcément quoi faire qui risque d'être impactant, opportun, etc. Donc, on va valoriser des initiatives menées sur le territoire par différents types d'acteurs pour donner envie de les reproduire, pour rassurer et puis pour viser ainsi à massifier le nombre d'initiatives qui vont être menées sur le territoire. L'idée, c'est bien d'aider aussi à la décision parce que la décision, elle se prend quand on a la connaissance, mais aussi quand on a des exemples, quand on a de l'inspiration pour agir. Et notre dernière mission, c'est celle de créer des liens entre l'ensemble des acteurs. On a une gouvernance très large, on a des réseaux très très larges et on passe aussi beaucoup de temps à répondre à des questions d'acteurs qui souhaitent commencer, initier un projet et ont besoin d'être mis en relation pour trouver le bon conseil, pour trouver le bon acteur, pour trouver en local sur leur territoire celui qui sera le plus à même de les accompagner, de les aider. Ça vise aussi à trouver des financements le cas échéant et donc trouver des dispositifs ou des aides financières qui peuvent aider à passer à l'action. Voilà pour la présentation rapide de nos missions. Pour vous parler plutôt que ce soit un peu plus concret, comme le développement durable, les transitions, c'est assez large. Je vous disais qu'on récolte par nos dispositifs de concertation, par la discussion qu'on a avec l'ensemble de nos membres et de nos partenaires, les besoins
ça donne naissance à des projets. Et donc là, en ce moment, actuellement, sur notre programmation pluriannuelle, on travaille sur les thématiques que vous voyez ici, plus particulièrement donc les questions des mobilités durables et inclusives, du numérique responsable, du changement climatique, notamment sur les questions d'adaptation au changement climatique. Ça ne veut pas dire du tout qu'on laisse de côté l'atténuation, mais l'atténuation, c'est déjà des sujets qui sont bien engagés avec beaucoup des accompagnements et des acteurs très structurés. On travaille aussi sur les questions de santé-environnement, santé et développement durable. Et puis, on travaille aussi sur des méthodes. Parce que dans le développement durable, il y a à la fois ce que vous faites, les thématiques que vous portez, mais souvent le point sur lequel on bloque, ou lequel on a peut-être plus de difficultés, c'est aussi la manière de faire, les méthodes que l'on pour pouvoir agir. Parce que quand on agit sur une thématique, on voit vite qu'on a des freins, on voit vite qu'on a des difficultés, et parfois c'est la manière dont on met en œuvre ces projets qui peut bloquer. Donc on va travailler sur des méthodologies et accompagner des méthodologies d'action, comme par exemple l'accompagnement au changement de comportement, la transversalité, les questions de concertation et de participation, ou les stratégies globales de développement durable, les objectifs de développement durable. Voilà pour le développement durable. Et en termes de biodiversité, alors là, la thématique, elle vous parle forcément un peu plus. On comprend tout de suite le terme biodiversité, reconquête de la biodiversité, préservation de la biodiversité. Là, on va faire de l'aide au projet, on va aider à la mise en place de trames vertes et bleues, on va aider, mettre en place pas mal d'ateliers techniques et de formation. Et puis aussi, surtout, on est observatoire de la biodiversité, c'est-à-dire que c'est nous qui administrons l'outil de diffusion de l'information naturaliste, et toutes les données naturalistes qui sont produites sur le territoire sont remontées vers nous et vers cet observatoire, puis ensuite vers le national, au sein du Muséum national d'histoire naturelle. Et on va produire aussi beaucoup d'indicateurs de l'état des lieux de la biodiversité ou des pressions qui pèsent sur la biodiversité en Normandie. Voilà, en très résumé. Pour aperçu sur notre activité, voilà l'activité 2025 avec le type d'événements qu'on peut mettre en œuvre, le nombre de participants, etc. Donc, on fait de la formation, des journées de réseau, des rencontres et des ateliers techniques, des webinaires, des journées régionales, etc. Je vais revenir un peu dessus, un peu plus en détail. On produit aussi un certain nombre de supports et de publications. Alors, pour vous illustrer un peu les éléments en termes de connaissances sur cette mission, je vous disais, l'important, c'est de pouvoir vulgariser, médiatiser les connaissances. Et donc, pour ce faire, on va produire un certain nombre de supports de type vidéo de chercheurs qui explicitent les travaux qu'ils mènent, ou notes de synthèse. Vous voyez, par exemple, sur le changement climatique, pardon. J'ai cliqué par erreur. Sur le changement climatique, on a pu travailler sur la vulgarisation des travaux du GIEC normand et produire des fiches d'ultrasynthèse qui, en fait, les chercheurs, ils vont produire une note qui fait en général 20, 40, voire parfois 60 pages. C'est pas toujours facile quand on est un décideur, quand on est un élu d'une collectivité, un chef d'entreprise ou même un salarié d'une association, de s'emparer de ces travaux quand vous avez 60 pages à lire. Donc, on rédige des ultrasynthèses qui sont des documents plutôt en 7-8 pages qui permettent en fait d'avoir accès à ces connaissances-là de manière vulgarisée et synthétique. On va aussi mener des projets de recherche-action pour pouvoir travailler avec des chercheurs et tester, expérimenter des accompagnements auprès de territoires ou de porteurs de projets qui mettent en œuvre des actions, ou mener des études de cas, là aussi avec la recherche, pour pouvoir produire des synthèses, par exemple sur l'économie circulaire, sur comment concrétiser des projets économiques tenant compte de l'économie circulaire. Euh, Ça, c'est pour des travaux donnant lieu à des publications qui donnent accès à ces connaissances. Et on a aussi un fort travail de veille. On a 2 chargés d'études et de veille, une côté biodiversité, une côté développement durable, qui produisent avec les chargés de mission des lettres thématiques auxquelles vous avez accès. Vous pouvez vous y abonner en vous rendant sur notre site internet. J'ai mis des liens. Gauthier vous transférera tout ça et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour trouver les endroits. Donc des veilles qui vous permettent d'avoir accès à tous les publications, les actualités, les guides, les méthodes, etc., qui sont parus. Donc en général, c'est des lettres qui paraissent tous les 2 mois que vous recevez directement dans votre boîte mail et qui vous permettent d'avoir beaucoup plus rapidement que si vous le faisiez par vous-même, accès à toute l'actualité parue sur certaines thématiques. Donc, vous voyez ici à l'écran un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous produisons des lettres de veille. Je pense particulièrement, et j'ai mis en avant celle sur la précarité et le développement durable, qui est une lettre qui est destinée notamment aux acteurs sociaux qui accompagnent
les habitants en situation de précarité et qui donnent accès, permettent d'avoir les formations qui sont mises en place, les outils qui sortent, les guides de l'ADEME qui peuvent exister, etc. Donc c'est une lettre, celle-ci, elle paraît 9 fois par an. C'est entièrement gratuit, vous pouvez vous y abonner et recevoir ainsi ces actualités. Mais on en a d'autres qui peuvent vous intéresser, comme par exemple celle sur l'accompagnement au changement, sur les projets alimentaires de territoire, sur la santé ou les mobilités durables dans les territoires normands. En termes de connaissances, on produit aussi des fiches de ressources. Alors, quand on dit fiches ressources, ça pourrait paraître être des fiches synthétiques. Là, pour le coup, c'est des fiches biblioressources, c'est-à-dire que c'est entièrement numérique et on regroupe sur un support numérique l'ensemble de la connaissance que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir agir sur un sujet. Grosso modo, on prend le parti pris que on se met à la place d'un chargé de mission qui débute son activité sur une de ces thématiques dans une association, une collectivité, une entreprise. Et en se mettant à sa place, on se dit de quoi il a besoin pour commencer, pour travailler. Donc la réglementation, la législation, les dispositifs existants, etc. Et puis après, tous les guides, toutes les méthodes, tout ce qui peut exister pour l'aider à passer à l'action et à monter en compétences. Donc ce sont des fiches ressources qui sont relativement longues, mais qui ont un sommaire très bien très qualitatif pour vous permettre d'aller directement à l'essentiel de ce que vous recherchez et qui vous donne en fait des ressources de montée en compétences et en connaissances sur un certain nombre de sujets. Donc par exemple, on en a j'ai mis en avant les ressources pour faire des démarches participatives, donc avec un certain nombre d'outils, nos bibles sur les démarches participatives. On en a sur l'adaptation au changement climatique, sur l'accompagnement au changement, sur la construction d'un projet rue aux enfants, rue pour tous dans une collectivité ou à l'échelle d'une rue, d'un quartier par exemple, ou sur les objectifs de développement durable. Sur notre mission d'accompagnement, je vais accélérer un petit peu parce que sinon je vais être trop long. Sur notre mission d'accompagnement, on va travailler à mettre en réseau les acteurs qui agissent sur ces thématiques. On apporte de la formation, on produit par exemple des podcasts ou des dispositifs qui permettent de monter en connaissance et en compétences, comme celui des ambassadeurs des ODD, sur lequel je vais revenir tout à l'heure parce que celui-là peut particulièrement vous intéresser. Et on met en place aussi pas mal de journées régionales. Un support qui peut aussi vous intéresser, c'est un bulletin. On tient à jour des annuaires, donc un bulletin des stratégies normandes d'accompagnement en transition écologique qui vous permettent de retrouver facilement des cartographies d'acteurs sur certaines thématiques, des dispositifs d'aide, etc., qui vous aident à trouver la ressource en termes de personnes, de structures, de financement existants sur les transitions écologiques. Sur notre mission de valorisation, comme je vous disais, l'idée c'est de donner envie d'agir et donner des pistes pour agir en donnant des exemples et en inspirant. Donc là déjà on administre sur notre site internet, sur notre page d'actuel, on met en avant toutes les actualités, les initiatives qui sont menées. On a un gros agenda et puis on va rédiger des fiches de retour d'expérience qui sont des fiches synthétiques de 4 pages qui donnent à voir des initiatives menées sur le territoire de la Normandie par des acteurs. Donc là j'ai mis en avant des actions menées par des acteurs sociaux, notamment sur le territoire de la métropole ou sur le territoire de la métropole de Rouen ou du Havre Seine Métropole, l'accès à vélo dans les quartiers prioritaires de la ville, justement, la mise en place d'un séchoir solaire solidaire contre le gaspillage énergétique et la précarité alimentaire. Donc à chaque fois, on va interviewer des acteurs qui ont mené des actions pertinentes. C'est pas des actions exemplaires absolument. C'est-à-dire que l'exemplarité, parfois, c'est pas facilement reproductible. L'idée, c'est vraiment d'avoir des actions qui sont qui sont humbles, qui sont intéressantes, pertinentes et qui sont facilement reproductibles par d'autres. Alors, elles sont parfois exemplaires, mais pas toutes absolument exemplaires. L'idée, c'est vraiment de donner à voir une diversité de choses menées. Et puis, à l'intérieur de ces fiches, vous allez retrouver comment cette action elle a été menée pas à pas
étape par étape, les difficultés rencontrées, les leviers pour pouvoir agir plus efficacement, les financements qui ont pu être mobilisés pour mener l'action, etc. Et puis les contacts, bien évidemment, de ceux qui ont mené l'action, et pour pouvoir, le cas échéant, les rencontrer, les contacter pour disposer de plus d'éléments sur l'action qu'ils ont menée. Donc ça, c'est des fiches. Vous y avez accès c'est un libre accès hein, sur notre site internet. Ça peut vous permettre de vous outiller pour avoir de l'inspiration. Et puis pour aller plus loin, on administre aussi un catalogue de visites de sites. On appelle ça des DD-tours. C'est inspiré par notamment des circuits que le tourisme met en place pour pouvoir former les acteurs du tourisme et donner à voir aux acteurs du tourisme qui sont en capacité de conseiller après le grand public. En fait, l'idée, c'est que sur le territoire, il y a plein d'initiatives intéressantes à visiter. Donc, nous, on conventionne avec des acteurs qui ont mené des initiatives intéressantes et lorsqu'ils acceptent de recevoir des hôtes pendant une demi-journée pour leur expliquer l'action qu'ils ont menée. Ce sont des circuits, des visites qui ont lieu sur des demi-journées. En général, il y a 1 heure en salle et puis 2 heures de visite de terrain. Et l'idée, c'est que vous puissiez mobiliser ces visites avec un groupe, par exemple un groupe d'habitants sur un quartier, un groupe d'élus, groupe de techniciens, de vos collègues, etc. Et que vous puissiez vous passer par nous pour voir si, aux dates auxquelles vous aimeriez faire cette visite, les autres sont d'accord pour vous accueillir. Et puis, on réserve, on prend la tâche des hôtes du circuit, on identifie une date qui vous convient et après, vous êtes autonome pour aller les rencontrer et visiter les initiatives qu'ils ont mis en place. Donc, vous avez des détours dans des collectivités, plutôt d'autres dans des fermes. Alors, c'est peut-être plus compliqué pour vous, moins intéressant pour vous, ou dans des entreprises. Et notamment, j'en ai ciblé quelques-uns qui peuvent vous intéresser. À Bernay, pour voir le projet alimentaire territorial qui a été mené sur l'urbanisme durable en milieu rural, à Roncherolles sur le Vivier, à Malonnet pour ceux qui sont à Maromme ou à Elbeuf connaissent l'action de Malonnet certainement en termes de transition au sens large, notamment transition énergétique. À Argentan pour voir les questions autour de la trame bleue. La trame bleue, c'est l'eau. Au sein de la ville, ou encore sur la démocratie participative, la nature en ville à Sotteville-lès-Rouen. Donc ce sont des circuits qui peuvent vous intéresser et c'est là aussi totalement gratuit. Vous pouvez solliciter une visite si ça vous paraît pertinent d'y emmener un groupe d'acteurs qui vous entourent au sein du quartier pour pouvoir les convaincre de mener des actions qui seraient similaires ou en tout cas qui s'en inspireraient. Un autre dispositif sur lequel vous pourriez être intéressé, c'est le dispositif des ambassadeurs des objectifs de développement durable. On a mis en place ce dispositif il y a 3 ans maintenant pour faire appel à des volontaires, des acteurs du territoire, issus de tout type de sphères d'acteurs, menant des missions très variées. L'idée, c'est que on propose gratuitement une formation sur les objectifs de développement durable et l'agenda 2030, et on propose ensuite de rejoindre une communauté, un réseau d'ambassadeurs des objectifs de développement durable. Et ces acteurs, au sein de ce réseau, ils s'engagent à devenir des porte-paroles des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030 et à sensibiliser autour d'eux leurs bénéficiaires, leur public cible, leurs collègues, leurs fournisseurs, etc., quelle que soit leur cible, à sensibiliser autour des objectifs de développement durable et évidemment de l'intégration du développement durable dans l'ensemble de leur dispositifs, de leur politique, de leur stratégie, etc. Donc c'est un réseau très varié qu'on fait monter en compétences, échanger, se rencontrer et qui peut permettre de rencontrer aussi des acteurs pour mener ces projets sur l'ensemble du territoire de la Normandie. Ce dispositif, il est ouvert à tous. La prochaine formation, Socle, elle a lieu le 20 novembre prochain si vous souhaitez le rejoindre. Et puis, peuvent vous intéresser aussi les travaux qu'on mène sur la santé et environnement.
santé, développement durable, autour notamment des politiques publiques, l'accompagnement des collectivités et notamment des aménageurs, urbanisme dans la politique en général, la construction et l'aménagement de projets sur l'intégration des principes de la santé-environnement, une seule santé, prendre en compte les interactions entre la santé de l'environnement, la santé des êtres humains, la santé de la biodiversité, des écosystèmes sur son territoire et mettre en œuvre les principes de l'urbanisme favorable à la santé dans les projets menés par les territoires et les aménageurs. On a aussi des projets, des réseaux, des journées régionales, des accompagnements en faveur des mobilités durables et inclusives sur le territoire. Et c'est un type de réseau qui peut aussi vous intéresser de rejoindre. Et on forme aussi des ambassadeurs de la mobilité durable sur le territoire de la Normandie. Voilà, alors prochains rendez-vous, si ça vous intéresse, je les laisse à l'écran. Vous avez les liens pour s'inscrire, enfin, pour ce qu'il est déjà possible de s'inscrire aujourd'hui, puisque sur les journées notamment de septembre et de novembre, les inscriptions sont pas encore ouvertes, ça devrait pas trop tarder. Mais si vous voulez regarder, tout est sur notre site internet. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Merci à vous de m'avoir écouté et je suis disponible pour vos questions. Merci Nadine. Juste pour témoigner pour la formation, pour le réseau Objectif de développement durable et des ambassadeurs, j'ai suivi une formation et c'était vraiment intéressant. On a vraiment se posé des questions très concrètes là-dessus. Et pour information, il y a également une coordinatrice d'un contrat de ville qui est aussi ambassadrice des objectifs de développement durable. Donc ça peut, ouais, c'est un réseau qui est intéressant et qui peut intéresser y compris des personnes qui travaillent spécifiquement sur la politique de la ville. Il y avait j'ai vu une question de Monsieur Renard qui demandait si vous saviez des exemples de contributions de la NPDD au SRADET. Ah, alors, au SRADET, c'est une grosse question. Alors, le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, qui est piloté par la région Normandie. Alors, contribution au SRADET, c'est pas facile d'avoir une contribution directe au SRADET. En fait, c'est plutôt une contribution au moment de l'élaboration de celui-ci. Donc, on est sollicité effectivement au moment de l'élaboration de ce SRADET sur un certain nombre d'apports d'expertise, d'apports d'avis, etc. Donc, notamment ce qu'on fait en matière d'observation de la biodiversité contribue à la rédaction du SRADET. Et puis, sur les aspects de développement durable, c'est rentrer dans le débat et dans la concertation sur les objectifs que le SRADET fixe, sur les contraintes, etc. Mais évidemment, c'est une contribution qui vise après à un compromis dans l'écriture et l'élaboration du SRADET. Donc on y contribue, puis évidemment on est en lien aussi avec l'ensemble des acteurs de l'aménagement du territoire à la région, enfin de la direction de l'aménagement du territoire, sur les sujets tels que ce que je viens de citer, par exemple sur l'urbanisme favorable à la santé, ou le zéro artificialisation nette, etc., pour contribuer aux travaux et faire en sorte que les principes, les thématiques que l'on porte soient intégrés au sein de ces politiques publiques d'envergure régionale. Bien, merci. On peut prendre une autre question ou une réaction, et après on passera rapidement à la présentation du site Quartier Transition. Et vous en faites pas, ça peut être rapide. On ne vous retiendra pas plus longtemps que prévu. Est-ce que c'est bon pour vous? En tout cas, voilà, tous les liens sont envoyés via le support. Voilà, vous aurez les différentes ressources, les détours, les lettres et toutes les autres ressources qu'a présentées Nadine Tournaille. Je vais donc apporter la dernière partie de ce webinaire. De toute façon, ce site, je vais vous présenter la surface de ce qu'il y a. L'idée, c'est que vous sachiez voilà, de quoi parle ce site et que vous puissiez ensuite le découvrir par vous-même. Hop, je mets tout de suite le lien dans le chat avant de l'oublier. Et donc, ce site Quartier Transition Juste, c'est un site qui est issu du Réseau national des centres de ressources politiques de la ville, qui fédère les 19 centres de ressources politiques de la ville de tout le territoire. Donc vraiment, il y en a de différents... Enfin, un centre de ressources ne fait vraiment pas l'autre. Ils se sont créés, constitués petit à petit, avec des histoires très différentes,
certains sont en association, d'autres en GIP. Certains ont des cellules en conseil d'administration, d'autres c'est plutôt l'État qui est aux commandes, notamment si c'est un GIP, d'autres encore sont d'autres acteurs. Donc voilà, il y a vraiment chaque centre de ressources a son identité. Nous, comme en tant qu'ORS CREAI, on a une image, un marqueur santé plus marqué que d'autres centres de ressources politiques de la ville. Mais voilà, on est aussi membre du groupe de travail Transition, puisque plusieurs groupes de travail irriguent ce réseau national. Un groupe de travail Transition que j'ai copiloté jusqu'à janvier-février. Et ce groupe de travail Transition voulait développer quelque chose face au constat que les enjeux environnementaux sont parfois dissociés des enjeux sociaux et vice-versa, à minima sur les quartiers prioritaires. Et donc, c'est pour ça que nous avons souhaité développer ce site qui vise à faciliter la prise en main du sujet des transitions par les acteurs sociaux, des sujets sociaux par les acteurs développement durable, et à mieux comprendre cette articulation possible entre enjeux sociaux et enjeux environnementaux. Et ceci en restant le plus synthétique possible aussi. Et donc, sur ce site, vous allez trouver je vais faire 3 familles de contenus. Un premier contenu qui sont des fiches méthodologiques ou thématiques, avec pas mal de thématiques, comme vous le voyez. Si je fais par exemple sur alimentation durable, avec une jolie photo Théophile Sinclair, qui illustre, on représente, mais de manière, vraiment, on a fait un vrai effort de synthèse. On présente les enjeux pour chaque thématique, donc agriculture urbaine, mais aussi lutte contre les pollutions, énergie, biodiversité, etc. Donc les enjeux, et puis ensuite différentes ressources, tes boîtes à outils, tes guides, tes partenaires mobilisables sur ces différents sujets, euh, tes, euh, tes ressources pour aller un peu plus loin, par exemple des ressources ici de l'ANRU notamment, puisqu'on est sur l'agriculture urbaine, mais pas que ce soit des ressources vidéo ou écrites, et puis tes retours d'expérience. Avant tout, tes retours d'expérience mis en page, ordonnés par des centres de ressources. Et donc, c'est aussi l'intérêt de ce site, messieurs, c'est que c'est pas le site de l'ORS CREAI Normandie, c'est pas le site du centre de ressources des Hauts-de-France, du centre de ressources de Bretagne. Vous allez avoir des retours d'expérience ici, par exemple, des Hauts-de-France ou de Nouvelle-Aquitaine, par exemple, donc de l'ensemble du territoire. Donc voilà pour les différentes fiches. Une deuxième famille de ressources que là je vais vraiment présenter très succinctement, c'est un lexique avec des termes comme les accorderies, le PIFIN, les Kinwalk, qui sont un peu plus détaillés, l'annuaire d'acteurs mobilisables. À l'échelle nationale, enfin, ça reste un site national, donc il y a des acteurs locaux qui évidemment dont on n'a pas fait mention, mais je vais quand même descendre pour faire plaisir à Nadine. On cite quand même le réseau des agences régionales d'énergie et d'environnement. Bref, voilà, des acteurs qui peuvent être intéressants sur ces enjeux-là. Et puis quelques ressources pour aller plus loin. Des ressources produites par les centres de ressources sur des vidéos, sur des articles, sur des études, sur ces enjeux de transition et de politique de la ville strictement. Enfin, particulièrement, quoi. On est vraiment sur des territoires urbains et précaires. Et une boîte de contact si vous souhaitez qu'on apporte des choses, qu'on modifie des choses, ou si vous avez des questions sur ce site. Et la troisième catégorie de ressources que je voulais vous présenter, et que je vais vous présenter un peu plus en détail, c'est la page enjeux croisés. La page enjeux croisés, son objectif, c'est de montrer comment les enjeux environnementaux, comme enrayer l'érosion de la biodiversité, comme s'organiser face à la raréfaction des ressources, lutter contre les différents types de pollution. Bref, comment ces enjeux environnementaux sont liés à des enjeux sociaux plus traditionnels de la politique de la ville, qui prennent lien avec la cohésion sociale, la santé, l'économie ou le cadre de vie. Et donc, pour cela, si vous cliquez en gros, c'est un tableau auto-centré. Si vous cliquez sur un thème environnemental, on vous indique les enjeux sociaux, enfin, des exemples, de politiques publiques et d'actions mises en œuvre dans les quartiers qui concernent cette thématique, donc sur la raréfaction des ressources, et par exemple, notamment tout ce qui va être alternatif à l'utilisation individuelle de la voiture.
face à la réfaction des synergies et du coup à leur prix qui monte, entre autres. Tes actions sur l'alimentation durable, l'agriculture urbaine, face voilà, aussi à tes cours, notamment tes denrées alimentaires qui fluctuent de plus en plus. Voilà, tes actions sur l'économie circulaire, sur la réutilisation de matériaux, etc. Donc, comment ça peut s'incarner en termes d'action et de politique publique, tel qu'on a pu voir, nous, dans tous les différents contrats de vie de France. Et ces actions concourent à différents enjeux sociaux que sont la lutte contre la pauvreté, le lien social avec notamment toutes les actions collectives, euh, la santé environnementale, bien sûr, notamment si on développe les alternatives à la voiture individuelle, il y a aussi une chance de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc ça aura un impact sur la santé environnementale. Pareil sur l'agriculture urbaine, on va avoir des espaces un peu plus végétalisés, voilà, des actions sur l'emploi, sur le cadre de vie, etc. Donc voilà, l'idée c'est pour chaque enjeu, on puisse voir un peu ces différents liens. Pareil, si je prends la santé environnementale, je pense qu'il cocher à peu près toutes les cases, pardon, pour la souris. Voilà, si les actions d'enjeu les actions pardon, de santé environnementale vont concourir à quasiment tous les enjeux environnementaux et vont se traduire par différentes actions et différentes politiques publiques mises en œuvre dans les quartiers prioritaires. Donc voilà, et donc les petites croix se ramènent à des fiches thématiques qu'on peut voir soit en ligne, soit qu'on peut télécharger en PDF, qui font toujours un recto verso, pas plus, et qui permettent voilà, d'avoir une fiche très, très simple, très synthétique, avec un certain nombre de ressources, de retours d'expérience pour chaque thème. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce site. Vous avez une foire aux questions tout en bas, s'il faut qu'on précise voilà, ce qu'on entend par transition juste, qui est une terminologie qui est de plus en plus utilisée, avant tout par l'ADEME, mais par de plus en plus d'acteurs, qui me semble intéressant à reprendre. Et puis voilà, et puis plein d'autres réponses à tes questions là-dessus. Et puis pour rappel, c'est toujours la boîte de contact si nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me renvoyer un mail. Je fais partie de l'équipe de mise à jour du site. Donc voilà, je saurais faire un retour rapide à mes camarades, également en charge de la mise à jour de l'actualisation de ce site. Voilà, je vous avais dit, je n'allais pas être trop long. L'idée, c'est voilà, faut vraiment vous donner une vue globale et puis ensuite vous inviter à explorer ce site par vous-même. Le lien est dans le chat, il sera dans le support. Est-ce que ça suscite voilà, tes questions, tes réactions de votre part? S'il n'y en a pas, c'est normal, puisque vous ne l'avez pas encore eu, peut-être pas encore eu entre les mains, mais peut-être que si en fait. Corinne, tu souhaitais intervenir? C'est surtout vous féliciter et vous remercier parce que je me rends compte que tant le site qui vient d'être présenté que effectivement les ressources de la NBDT sont vraiment très très riches et je pense que ça va peut-être aussi nous permettre d'avancer dans nos réflexions et dans nos projets. Donc, même si vous restez accessible aussi par mail, hein, je vous ai sollicité à plusieurs reprises, mais félicitations et bravo parce que je pense que au moins on va avoir des outils. Merci. Merci pour ces merci. Merci beaucoup. Ouais, n'hésitez pas en effet à nous solliciter NPTT ou RSCRI Normandie pour voilà, si vous avez besoin de ressources ou d'être mis en relation avec d'autres secteurs si nécessaire. Euh, S'il n'y a pas d'autres voilà, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Merci de nouveau pour la qualité des présentations de Monsieur Renard. Merci beaucoup. Bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir se quitter sur ces notes positives. N'hésitez pas, voilà, sur ces questions-là, à nous solliciter. Euh, L'évaluation des contrats de vie et transition écologique, c'est le 7 juillet matin. Enfin, il faut s'inscrire pour avoir le lien qui sera dans le support.
Et puis du coup, le support qui vous sera envoyé et le replay qui sera sur notre chaîne YouTube, je pense d'ici 1 à 2 semaines, maximum. Il me reste à remercier Nadine pour la présentation de la NPDD. Merci Gauthier, merci à tous Et d'avoir à vous été présents. remercier, vous, pour votre participation. Et je vous souhaite un bon appétit et un bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.